Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie, dans cette deuxième vidéo à la découverte ou à la redécouverte du thème astral. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui aide à comprendre le dessin du thème et à quoi sert un thème astral dans la vie, je vous conseille de la voir avant d'entamer celle-ci. Dans cette deuxième partie, je vais vous aider à comprendre donc la symbolique du thème astral au travers de la compréhension du zodiaque, des planètes et des maisons astrologiques. Pour comprendre les maîtrises planétaires et les aspects, et aussi pour avoir quelques conseils afin de choisir votre astrologue ou votre formation, il vous faudra aller sur la troisième vidéo, donc la troisième partie, qui concerne le thème astral. Donc, avant de commencer, je fais une petite précision dès maintenant parce que je n'ai pas la prétention de vous donner ici un cours complet d'interprétation. Parce que déjà, la vidéo durerait une semaine et aussi parce qu'il faut beaucoup plus de temps à l'esprit pour intégrer une manière de penser de façon symbolique. Mais ce que je souhaite ici, c'est vous donner une vision certes un petit peu restreinte, mais en tout cas globale, pour que ceux qui souhaitent apprendre seuls puissent savoir comment diriger leurs recherches, avoir une ligne directrice, et aussi pour ceux qui souhaitent commander un thème astral à quelqu'un, pour qu'ils puissent avoir une idée d'où proviennent les informations qui leur seront rapportées, et puis pour peut-être ouvrir leur esprit à la compréhension des messages qui leur seront donnés. Je vais donc commencer d'abord cette vidéo par la symbolique du zodiaque. Donc, on a vu dans la première vidéo que le zodiaque est une projection du cycle des saisons dans le ciel, que cette matrice est divisée en 12 parties égales et qu'elle est donc basée sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc, voyons ça un petit peu plus précisément. Le Bélier débute le zodiaque par l'équinoxe de printemps. À ce moment-là, le jour a la même durée que la nuit. Et durant toute la saison du printemps, donc au cours des signes du Bélier, du Taureau et des Gémeaux, le jour va croître de plus en plus jusqu'à arriver au moment où le jour est le plus long de l'année et donc la nuit la plus courte, au moment du solstice d'été, qui correspond alors à l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Ensuite, durant tout l'été, donc au cours du parcours du soleil dans les signes du Cancer, du Lion et de la Vierge, le jour va décroître petit à petit, jusqu'à arriver de nouveau au moment où le jour sera égal à la nuit, cette fois annonçant l'équinoxe d'automne, et donc aussi l'entrée du soleil dans le signe de la Balance. Et puis durant tout l'automne, donc durant les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, c'est la nuit qui va gentiment gagner du terrain sur le jour. La nuit va croître jusqu'à arriver au moment où la nuit aura atteint sa durée la plus longue et donc le jour le plus court de l'année. Ce sera alors le solstice d'hiver qui correspond aussi à l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Ensuite, la nuit va décroître petit à petit durant tout l'hiver et les journées vont augmenter durant tout le parcours du soleil dans les signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons, jusqu'à revenir à nouveau au moment où le jour sera égal à la nuit. Ce sera alors la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est une nouvelle année qui commence pour les astrologues et pour la nature, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps et le retour du soleil dans le signe du Bélier. Donc, tout se joue en fait dans ce zodiaque entre l'ombre et la lumière, entre le jour et la nuit. Tout est déclinaison de ces deux opposés, de ces deux polarités. Et en observant attentivement la nature, par exemple, on peut observer d'où vient l'analogie entre les descriptions qui sont établies pour chaque signe du zodiaque et qui n'ont pas été choisies de manière anarchique ni aléatoire par nos anciens. Mais au contraire, elles ont été établies par cette compréhension profonde des cycles, des énergies et des lois naturelles qui nous gouvernent. Donc, analysons ce zodiaque avec un petit peu plus d'attention. Parce que, au-delà d'être une suite de 12 signes, de 12 mois ou de 4 saisons, le zodiaque, c'est avant tout une déclinaison des énergies issues des 4 éléments fondamentaux, que sont donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Si vous observez le zodiaque, vous verrez qu'il contient 3 signes pour chaque élément.
avec cette combinaison essentielle du 3 x 4 égale 12. Si vous voulez méditer là-dessus, en observant le zodiaque, c'est intéressant. Chaque élément contient un signe qui débute la saison, un signe qui se trouve en milieu de saison et un autre signe qui termine la saison. En astrologie, les signes qui débutent la saison, on les appelle les signes cardinaux. Ils ont la qualité de cardinal. Ceux qui se trouvent en milieu de saison, on appelle ça des signes fixes. Et pour les signes qui terminent la saison, on leur attribue la qualité de mutable. Ou alors, on appelle ça aussi parfois des signes communs. C'est les signes qui terminent la saison. Donc, les signes cardinaux. Dans les signes cardinaux, on trouve le bélier qui débute donc le printemps, le cancer qui annonce l'été, la balance qui amène l'automne et le capricorne qui apporte l'hiver. On leur accorde à ces signes des qualités communes d'action, d'initiation, puisqu'ils apportent la nouvelle saison. Ensuite, dans les signes qu'on dit fixes, on trouve le taureau, le lion, le scorpion et le verseau, qui se situent donc en milieu de saison, et on leur accorde des qualités communes de persistance, d'ancrer les choses, puisqu'ils sont au milieu de la saison. Voilà, ils font perdurer la saison, ils l'ancrent. Et pour les signes de fin de saison, que l'on appelle mutables ou communs, on trouve les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, et on leur trouve donc comme qualité commune le mouvement, l'adaptation au changement. Ils amorcent ce changement de saison. Évidemment, ces définitions sont très restreintes, mais c'est vraiment pour vous donner une idée générale de façon de penser à ces termes symboliques et à ces concepts. Revenons-en à la base des 4 éléments. Comme vous le voyez à l'écran, les signes de feu sont le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes d'eau sont le cancer, le scorpion et les poissons. Les signes d'air sont les gémeaux, la balance et le verseau. Et les signes de terre sont le taureau, la vierge et le capricorne. Pour bien comprendre le zodiaque, il est donc nécessaire d'étudier et même de méditer sur ces notions de ces 4 éléments. Or, pour intégrer ce concept des 4 éléments, eh bien, il nous faut encore creuser plus profondément parce qu'il faut d'abord étudier les notions des qualités primordiales, que sont le chaud et le froid, ou encore le diurne et nocturne, le yin, le yang, le plus, le moins, bref, ces notions de polarité, mais aussi d'étudier les qualités que l'on dit secondaires et que sont le sec et l'humide. Parce que l'élément feu est dit en fait chaud et sec. L'élément eau est dit froid et humide, l'élément air est un élément chaud et humide, et la terre est dite froide et sèche. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, en fait, tout ça ? Il ne faut pas prendre ces notions comme des choses, il ne faut pas les comprendre comme des choses concrètes, elles sont à comprendre de manière symbolique, et non à les voir en termes de température et de mouillé. Comprenez la symbolique ou le symbole comme ce qui rassemble, au contraire du diabole, c'est un terme qu'on n'utilise plus, mais qui décrivait ce qui divise. La compréhension de la symbolique passe par cette aptitude de l'esprit à savoir rassembler les notions et les concepts qui ont une idée et un sens commun. Les notions de chaud, froid, sec et humide ne sont donc évidemment pas à prendre au pied de la lettre, mais à comprendre de manière symbolique. Si on me dit je suis une poule mouillée, je vais pas aller courir chercher une serviette pour me sécher. Je comprends bien qu'on n'est pas en train de me dire que je suis un oiseau trempé. Et pour la symbolique, c'est pareil. Tout se comprend par analogie entre leurs points communs. Il faut trouver le sens ou même l'essence commune qui intervient et qui unit dans chacune de ces notions. Donc pour intégrer cette notion, ces concepts, pour que l'esprit apprenne à penser et à comprendre en termes symboliques, il est vraiment important de méditer, il est important mais même nécessaire de méditer profondément sur ces notions et de tenter de les reconnaître même dans la nature et dans chaque chose qui nous entoure pour acquérir cette gymnastique mentale qui, à terme, modifie complètement la manière de penser et donc de voir le monde. Donc pour faire un bref résumé, par chaud, on entend ce qui est léger,
actif, élevé, ce qui est subtil et pénétrant, ce qui monte, ou encore ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui irradie, un peu comme de la lumière. Donc les signes qui sont, les éléments qui sont chauds, déjà, ce sont l'élément feu et l'élément air. Le feu, je le répète, c'est chaud et sec, et l'air, c'est chaud et humide. Donc vous prenez tous les signes de ces éléments et vous en comprendrez, voilà, une base. Ensuite, pour ce qui est froid, eh bien, on entend, dans ce qui est froid, on entend ce qui est lourd, ce qui descend, quelque chose de dense, de passif, de brut, comme de la glace qui cristallise, qui ancre les choses, par exemple. Par humide, on imagine ce qui est plus doux, plus flexible ou insaisissable, adaptable, quelque chose de plus flou, aux frontières plus confuses, à l'image de l'eau ou alors d'un bout de carton mouillé par exemple. Et par sec, on entend ce qui est rigide, cassant, friable, quelque chose aux frontières bien nettes, bien délimitées, comme du verre, de la pierre ou du pain sec par exemple. Voilà un gros résumé, sans plus entrer dans les détails, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais toute cette introduction à la symbolique des qualités primordiales et secondaires, et donc des éléments, c'est la base nécessaire à comprendre et à intégrer pour pouvoir comprendre le zodiaque. Parce que le zodiaque, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser quand on commence l'astrologie, on n'apprend pas le zodiaque en apprenant les définitions des 12 signes par cœur. Le fait de comprendre ces notions, eh bien, ça nous évite d'avoir à apprendre par cœur des définitions qui, sans cette compréhension-là, des qualités primordiales et secondaires, pourraient donc paraître vides de sens et archaïques. Les définitions du zodiaque, si on ne comprend pas les éléments de base, ben ça nous paraît un petit peu choisi de manière aléatoire. La symbolique, c'est donc le cœur du langage astrologique et de toute autre discipline hermétique ou ésotérique d'ailleurs, comme l'alchimie, l'étude du tarot, etc. Tout comme pour apprendre à lire une partition de musique, il faut savoir, quand on apprend à lire une partition, on doit apprendre à lire des notes et à connaître le solfège. Et ben, pour comprendre le langage du ciel, il faut apprendre à penser de façon symbolique. L'astrologie, c'est donc bien plus un art qu'il faut comprendre plutôt que quelque chose que l'on doit apprendre par cœur. Et donc, tout comme pour apprendre à jouer d'un instrument, la symbolique et l'astrologie demandent un entraînement assidu. C'est une gymnastique mentale qui ne peut pas s'acquérir simplement avec la lecture d'un livre. On n'apprend pas à jouer de la guitare en ayant lu un livre, il faut de la pratique. C'est la persistance, le temps et une pratique régulière qui permettent d'atteindre un niveau où cela semble d'un coup beaucoup plus facile. C'est comme pour l'apprentissage d'un instrument, donc apprendre l'astrologie, ça apporte aussi des déclics. Tous ceux qui savent jouer d'un instrument de musique doivent savoir de quoi je parle, je pense, parce que quand on s'entraîne, on a l'impression de galérer pendant un moment et puis d'un coup viennent des déclics. C'est comme si une porte s'ouvrait d'un coup sans vraiment qu'on comprenne pourquoi ni comment. Et puis d'un moment à un autre, ça nous paraît plus fluide et puis ça nous permet d'y voir plus clair ou alors de faire un bond en avant dans notre apprentissage et dans la pratique. Voilà, c'est vraiment la persévérance qui nous apporte ça. J'ai volontairement évité ici de vous faire donc une description des 12 signes du zodiaque comme on le voit d'habitude. D'abord parce que sur internet vous allez trouver des milliers de descriptions ou même dans des livres, enfin voilà, vous avez largement de quoi vous informer à ce sujet, mais c'est aussi parce que je me suis dit que ça serait intéressant que chacun puisse prendre le temps d'y penser d'abord de manière basique, élémentaire, en comprenant les signes au travers de ces éléments. Donc, vous pourrez réfléchir symboliquement, par exemple, en prenant l'exemple du bélier, pourquoi on dit que le bélier, il est impulsif, bagarreur, tout ça, si vous regardez le fait que c'est le premier signe du zodiaque, mais aussi le premier signe de feu, qu'il est donc chaud et sec, puisqu'il est feu, et qu'il est donc cardinal, vous avez déjà une ébauche, une direction pour vos études et vos réflexions. Voilà. Si vous êtes intéressé par mon approche et que vous souhaitez une vidéo ou alors en savoir plus sur la symbolique du zodiaque un petit peu plus profondément et puis la symbolique des éléments et des qualités primordiales, faites-le moi savoir par mail.
Le mail, je l'ai noté dans la description sous la vidéo ou alors en commentaire. Et puis si je trouve le temps, je m'attaquerai au sujet pour en faire une vidéo pour peu que ça intéresse quelqu'un, quoi. Voilà. Maintenant que vous avez une base pour comprendre le zodiaque, passons maintenant à la symbolique des planètes. En astrologie, vous pouvez imaginer un petit peu le zodiaque comme le décor d'un théâtre, et les planètes en seraient donc les actrices. Donc, tout comme c'est le cas pour les descriptions des signes du zodiaque, les descriptions et la symbolique des astres n'a pas non plus été choisie anarchiquement ni tirée d'un chapeau par nos anciens. Chaque description astrologique des planètes est issue d'une observation minutieuse et astronomique de chaque planète en question. Leurs symboliques, leurs descriptions sont donc tirées de l'analogie avec ce que représente et comment se comporte chaque planète dans notre monde physique. Donc faisons un tour rapide de chaque planète pour s'en rendre compte. Donc je commence par le Soleil qui dans notre monde physique est cette précieuse étoile, celle qui nous éclaire, qui nous rend joyeux, motivés, enthousiastes. Le Soleil, il brille dans le ciel, il rayonne, il nous réchauffe et nous brûle aussi parfois. Il est donc au centre de notre système solaire, même au cœur de notre système solaire. Son énergie est vitale à toute existence sur Terre, etc. En astrologie, donc, il symbolise notre vitalité, notre motivation. C'est ce qui nous anime, ce qui sort et ce qui rayonne de nous, ce qui va vers l'extérieur, donc. C'est notre ego, notre cœur, et même anatomiquement parlant, dans l'astrologie médicale, il représente aussi le cœur et les yeux. D'ailleurs, sans le soleil, on ne voit rien. Et c'est intéressant aussi de méditer sur le fait que si on regarde le soleil, on devient aveugle parce qu'il brûle la rétine. Bref, un petit peu de philosophie. Et il est notre conscience, notre charisme, et il représente notre côté masculin. Masculin, c'est pas dans le sens sexuel, c'est dans le sens c'est actif. C'est notre yang. Dans un thème, il peut aussi parler du père ou alors de l'homme. On a la face opposée, c'est-à-dire l'autre polarité. On arrive donc à la lune. Quand le soleil représente le yang, la lune représente notre yin. Alors on va voir d'abord dans notre monde physique. La lune, elle éclaire nos nuits. Elle brille dans le ciel, mais elle n'émet pas sa propre lumière puisqu'elle renvoie le reflet de celle du soleil. Elle règne donc dans ce monde nocturne et ne nous montre qu'une seule face, en gardant l'autre cachée de notre vue. La lune agit sur les marées, sur l'eau, et les jardiniers savent aussi combien elle agit sur la croissance des plantes. Certaines femmes auront aussi peut-être remarqué l'effet de la lune sur les cycles menstruels, mais également sur les accouchements. On dit souvent que la pleine lune a tendance à provoquer les accouchements, et souvent on remarque la véracité de ce fait. Bref, en astrologie, la lune représente donc notre monde intérieur. Quand le soleil représente notre conscient, la lune c'est notre inconscient, c'est le monde du rêve, de l'imagination, c'est nos humeurs, nos émotions, c'est nos côtés lunatiques, nos besoins intérieurs et comment on intériorise les choses. Donc, comme je l'ai dit, quand le soleil représente notre côté masculin, notre yang, eh ben la lune représente le pôle féminin, c'est-à-dire le yin, le côté passif. Mais ça peut aussi donc représenter la mère ou la femme. Passons à Mercure maintenant. Mercure, c'est l'astre le plus proche du soleil et aussi le plus rapide après la lune. Mais bon, la lune, c'est pas une planète, donc Mercure est donc la planète la plus rapide. Mercure, il est dit insaisissable, parce qu'en fait, il est difficile à observer dans le ciel. Étant aussi proche du soleil, on a un petit peu du mal à le distinguer. Voilà. Les anciens appelaient Mercure le messager des dieux. En astrologie, Mercure représente le mouvement, que ce soit le mouvement physique ou alors le mouvement mental, intellectuel. Il nous parle donc de notre intellect, de notre manière de communiquer, de nos facultés d'apprentissage et de notre curiosité et adaptabilité. On dit des mercuriens, des gens qui ont un mercure fort dans leur thème, qu'ils ne tiennent pas en place, parce qu'ils ont toujours besoin de mouvement, de changement, de diversité. C'est un petit peu à l'image du mouvement de cette planète qui fait le tour en 88 jours. Il fait le tour du Soleil en 88 jours. Donc une année sur Mercure, ça dure seulement 88 jours. Voilà. Passons à Vénus.
Vénus, on l'aperçoit dans le ciel, elle est belle et brillante. Soit on la voit quelques heures avant le lever du soleil, c'est alors l'étoile du matin. Soit on la voit quelques heures après le coucher du soleil, on l'appelle alors l'étoile du berger. Vu de la Terre, le mouvement de Vénus autour de nous forme une magnifique fleur parfaite à 5 pétales. C'est très harmonieux. En fait, si on note tous les jours la position de Vénus depuis la Terre, donc autour de nous, et qu'on relie les points, ça forme une image d'une fleur à 5 pétales parfaite. C'est vraiment assez incroyable et c'est très joli. Vénus en astrologie, eh bien, elle symbolise la douceur, la beauté, le charme et l'harmonie. C'est aussi les sentiments. C'est en fait le goût pour la nourriture terrestre et pour les plaisirs que nous offrent nos 5 sens. L'art aussi est symbolisé par Vénus parce qu'elle aime ce qui est beau, ce qui est gracieux. Voilà. Passons à Mars maintenant, la planète rouge, dieu de la guerre des Romains. Vu de la Terre, si on fait comme ce que j'ai expliqué pour Vénus, donc si on note le mouvement que forme Mars autour de nous tous les jours, si on note sa position et qu'on tire un trait entre chaque point, on verra le mouvement que fait Mars autour de nous. Et son mouvement nous apparaît depuis la Terre plutôt brusque et capricieux, parce qu'en fait il forme une grande avancée et puis des rétrogradations rapides. En fait, les rétrogradations, pour préciser un petit peu, bien sûr, les planètes ne reculent jamais dans leur orbite autour du Soleil, mais nous, on regarde leur mouvement depuis la Terre. Et donc, en fonction d'où se trouve la planète, quand elle tourne autour du Soleil, en fonction d'où se trouve la Terre et d'où se trouve l'autre planète qu'on observe, eh ben, il y aura des moments où on aura l'impression qu'elle recule. On appelle ça des rétrogradations en astrologie. Et on les prend en compte dans l'analyse. Bref, on dit donc rouge de colère, fâché tout rouge, c'est pas pour rien, voilà. En astrologie, Mars nous informe de notre manière d'agir. Il parle de notre manière d'agir, de réagir. Il nous informe sur notre impulsivité, notre combativité, c'est la virilité, voilà. C'est notre agressivité selon comment il est disposé en fait, hein, selon où se trouve Mars dans le thème, en signe, en aspect, et voilà, en aspect avec les autres planètes, tout ça. Bref, passons aussi maintenant à Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Avec Jupiter, c'est même carrément démesuré parce qu'elle est environ 1300 fois plus grosse que la Terre. Donc on a du mal à s'en rendre compte. Les anciens appelaient Jupiter la grande bénéfique. Et aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui confirment son pouvoir protecteur. Parce qu'en fait, ils ont découvert que le champ magnétique de Jupiter, qui est d'ailleurs le plus intense de toutes les autres planètes du système solaire, eh bien son champ magnétique a empêché qu'une planète se forme entre Mars et elle. Et ça a eu pour effet de créer la ceinture des astéroïdes. Or, grâce à son fort champ de gravité, eh bien, Jupiter continue de protéger tout le système solaire d'éventuelles collisions en fait, avec des astéroïdes en maintenant la plupart d'entre eux dans cette ceinture. Voilà. Donc nos ancêtres n'ont pas eu besoin de sondes spatiales pour comprendre à leur manière le rôle bénéfique de Jupiter, qui a donc été validé par les scientifiques, même si en général science et astrologie se font un peu la guerre. Bref, en astrologie, donc Jupiter nous parle d'expansion, de croissance, d'évolution. Jupiter, elle est un peu considérée comme un petit soleil parce qu'elle favorise l'enthousiasme, elle apporte un côté jovial, généreux. Cette planète nous parle aussi de chance, d'épanouissement et nous pousse à la connaissance. C'est vraiment dans cet ordre-là de pousser à la croissance, à la connaissance, à toujours améliorer les choses et évoluer. Jupiter peut donc aussi bien amener à l'excès. Hein. Donc là, avant de passer à la planète Saturne, je voudrais juste faire une petite aparté qui est importante. Parce que même si Jupiter était autrefois valorisé par l'expression grande bénéfique, et que, comme vous le verrez juste après, Jupiter se voyait donc recevoir l'expression de grande maléfique, il est important, malgré tout, de se détacher de ces notions parce qu'elles tendent à amener une morale là où il n'y en a pas, en fait. Dans un thème astral et en astrologie, tout est énergie et cycle. Il n'y a pas de bien ou de mal. Au même titre qu'un fruit en décomposition n'est pas mal, ce fruit apporte, par sa dégradation, des nutriments à la terre. Et ben, en astrologie, tout est affaire de cycles et de mouvements répétés.
Donc c'est des relations, des interconnexions qui existent entre chaque élément, mais chaque élément y est essentiel. C'est exactement la même chose pour les aspects, comme on le verra dans la 3e vidéo. Il y a des aspects qu'on dit bénéfiques et d'autres qu'on dit dissonants. Certains disent positifs et négatifs, mais c'est pas à prendre comme ça, parce que dans leur mouvement, c'est dans la logique des choses que la planète, eh bien, à un moment donné, elle provoque des aspects bénéfiques comme des trigones, des sextiles, et à un autre moment donné, elle va nécessairement passer par le carré ou l'opposition. Donc, c'est des cycles normaux, il faut accepter. On ne parle pas en termes de morale, mais en termes d'énergie en astrologie. Et donc, Jupiter, dans un thème, peut très bien favoriser amplement la fertilité d'une femme, par exemple. Mais si cette femme a déjà beaucoup d'enfants, qu'elle se trouve dans un pays où il n'y a pas de moyens de contraception et puis que sa famille est déjà extrêmement pauvre, je ne suis pas sûre que ce soit réellement quelque chose de positif ou de grande bénéfique pour elle. Voilà. Donc, on va maintenant passer à Saturne pour comprendre pourquoi cette planète a si mauvaise réputation. Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. C'est donc aussi la dernière planète qu'utilisaient les anciens. Elle est donc la plus éloignée du Soleil et donc la plus froide des planètes visibles à l'œil nu, sans instrument. Elle se trouve donc à la frontière du visible et de l'invisible pour nous. En astrologie, Saturne nous informe sur ce qui est dur, parce que Saturne restreint, contraint, limite. Saturne, dans un thème, il nous montre les difficultés, les épreuves et les obstacles de la vie, les limitations. En fait, il ralentit les choses souvent. Il est aussi lié donc au facteur temps. Et il est en analogie, évidemment, avec les personnes plus âgées, qui ont donc aussi plus d'expérience. Donc Saturne est aussi en analogie avec le fait d'avoir plus d'expérience, d'expérimenter les choses. Si Saturne peut rendre froid, réservé, voire même austère parfois, eh ben, son rôle, en fait, il est de structurer, de stabiliser, de discipliner. Saturne enseigne la persévérance, la détermination et nous pousse à acquérir de l'expérience. Même si c'est par les épreuves, finalement, qu'on apprend souvent plus rapidement, en tout cas qu'on apprend mieux, en général, que dans la facilité. Donc il est là pour nous fournir les leçons de la vie qui conduisent à la sagesse. C'est pour ça qu'il est lié aussi à l'isolement ou même à la solitude, parce que c'est par l'introspection et donc la réflexion profonde que l'on pourra éventuellement atteindre un certain niveau de sagesse et même de connaissance de soi. C'est pour ça qu'il a mauvaise réputation, Saturne, parce qu'en fait il est le contraire de l'opulence que peut représenter Jupiter. Saturne demande du travail, des efforts avant d'accorder ses récompenses en quelque sorte. La symbolique de Saturne, j'aime bien l'aborder, mais je ne vais pas trop insister non plus, la vidéo va être trop longue, mais je veux dire, elle est très importante à comprendre à mon sens. Saturne, c'est le squelette en fait. Et donc, c'est en intégrant cette compréhension de sa symbolique qu'on peut évoluer et probablement moins souffrir des leçons qu'il nous apporte. Mais bon, il faut que j'avance, donc je vous laisse vous renseigner par vous-même pour approfondir vraiment ces notions. Vous avez vu que c'est des ébauches. Il existe des livres entiers dédiés à Saturne et à chacune des autres planètes d'ailleurs. Donc c'est important aussi de croiser les auteurs, d'essayer de vous enrichir, de fournir d'informations diversifiées pour apprendre l'astrologie. Bref, passons aux planètes dites transsaturniennes maintenant, donc en commençant par Uranus. La rotation d'Uranus sur elle-même, donc physiquement, sa rotation sur elle-même est telle que, en fait, contrairement aux autres planètes, Uranus nous donne l'impression de rouler sur son orbite autour du Soleil. Parce qu'en fait, elle tourne sur elle-même autour d'un axe horizontal, contrairement au reste des planètes qui tournent sur un axe plus ou moins vertical. Donc, Uranus ne fait rien comme les autres. Et en astrologie, c'est justement l'astre qui représente le changement, l'originalité, l'excentricité. Il est le symbole de la liberté et il représente ce que Carl Jung appelait l'individuation, parce qu'il est en fait au-delà des structures de Saturne. Avec Uranus, les choses se passent un petit peu dans le renouveau, émancipé de la tradition. C'est notre manière de nous détacher de la pensée commune. Voilà, on continue avec Neptune. Neptune qui n'a pas de surface solide, bon, comme les autres géantes du système solaire, mais
astronomiquement parlant, aujourd'hui, c'est aussi la dernière planète du système solaire, puisque les scientifiques ont relégué Pluton au rang de planète naine. Hop. Mais bon, nous, on continue à l'utiliser. Bref, Neptune dans un thème est relative à l'intuition, à l'inspiration, à la connexion aux énergies subtiles, intangibles. Elle est aux frontières, aux confins du monde presque. Elle est liée au mysticisme, à la spiritualité ou à la religion, aux croyances. Donc, si elle peut apporter l'intuition, si elle nous apporte cette inspiration, Neptune, elle est aussi source de confusion et d'illusion, à l'image du fait qu'il est difficile souvent de discerner ce qui nous vient du mental et ce qui nous vient d'une inspiration supérieure. Donc, Neptune peut indiquer parfois aussi des facultés extrasensorielles, comme la médiumnité, la voyance, en gros l'hypersensibilité à ce qui nous relie au tout, aux énergies plus subtiles et moins tangibles. Neptune apporte donc cette inspiration et cette sensibilité qui est aussi utile aux artistes, pour ouvrir par exemple à la sensibilité à la musique, à la danse, à la poésie, etc. Il y a des gens qui sont absolument insensibles à la musique ou à la poésie, et bien il y a certainement un rôle de Neptune dans leur thème qui est peut-être bloqué à cette sensibilité. Entre autres. Passons donc à la dernière planète que les astrologues utilisent toujours, nous on l'utilise encore, Pluton, qui se trouve donc aux frontières de notre système solaire, aux confins du monde, de notre monde. Pluton dispose d'une orbite très excentrique, c'est le dieu de la mort et de la transformation, c'est l'alchimiste du zodiaque, comme j'aime bien l'appeler. Pluton nous parle des mystères de la vie et de la mort, il nous parle des choses cachées, des secrets. C'est donc aussi l'astre des régénérations, puisque, en tout cas selon les croyances, mais s'il y a mort, c'est qu'il y a renaissance sous une autre forme au moins. Il est donc là, en quelque sorte, pour faire mourir ce qui doit l'être, pour transformer ce qui doit l'être, symboliquement parlant. Il détruit pour régénérer et faire renaître les choses sur une base plus pure de préférence, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Bref, vous voyez donc que les caractéristiques des planètes sont en analogie avec leur symbolique astrologique. On va maintenant voir rapidement la symbolique des 12 maisons astrologiques. Donc, je vais procéder d'abord en expliquant rapidement les 4 maisons qu'on appelle angulaires, c'est-à-dire celles qu'on a vues tout à l'heure, ascendant, descendant, milieu du ciel et fond du ciel. Parce qu'en fait, ces 4 maisons ont une importance particulière dans un thème. Surtout d'ailleurs l'ascendant et le milieu du ciel, qui apportent vraiment une puissance supplémentaire et une importance spéciale pour les astres qui s'y trouvent dans un thème. On a donc évoqué dans la première partie, ou alors je ne l'ai peut-être pas dit, mais voilà, je le dis maintenant, que la maison 1 débute à l'ascendant, la maison 4 débute au fond du ciel, la maison 7 commence au descendant, et la maison 10 débute au milieu du ciel. Les maisons tournent dans le même ordre que les maisons, que les signes, pardon, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, la maison 1 qui commence à l'ascendant, c'est la plus connue de toutes les maisons en général, puisque c'est celle de l'ascendant que les gens connaissent. Elle nous parle de notre moi dans un thème. Elle est un petit peu en analogie avec le soleil. Voilà, souvent il y a un petit combat, non pas un combat, mais souvent il y a des discussions qui se font pour savoir si le soleil c'est plutôt notre manière intérieure et l'ascendant, la manière dont les autres nous voient, mais dans tous les cas, ces deux composantes et la maison 1 donc nous parle de notre caractère, de notre personnalité. Elle nous parle aussi de notre corps physique, cette maison 1. C'est donc la plus importante des maisons avec la maison 10. Les anciens ont longtemps débattu à ce sujet pour savoir si c'était la maison 10 ou l'ascendant qui avait la plus grande importance. Mais en tout cas, il est évident que puisque la maison 1 représente notre personnalité, eh bien notre personnalité a forcément une influence et des répercussions sur tous les domaines de notre vie, au final. On dit donc que la maison 1 ou l'ascendant, c'est la porte d'entrée du thème astral. Quand on analyse un thème, c'est vraiment souvent la maison 1, c'est cette porte d'entrée pour pouvoir entrer dans ce thème astral. Passons au descendant maintenant. Le descendant, ou donc la maison 7, descendant débute la maison 7, qui fait face à cet ascendant. Le descendant nous parle, par opposition au moi,
hein, de la maison 1, eh bien le descendant, lui, nous parle du nous. C'est la maison du couple. Et plus généralement des unions, des partenariats, des associations ou des contrats. En fait, dans cette maison, on trouve tout ce qui nous unit, ou voilà, toute relation de proximité avec une autre personne que l'on choisit. Passons donc à la maison 4 maintenant. On descend dans le fond du ciel, cette troisième maison angulaire. J'ai pas fait dans l'ordre, hein, je suis désolée, j'espère que je vais pas vous y perdre, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine logique. Voilà. Donc la maison 4 nous parle donc de notre famille ascendante, c'est-à-dire de nos parents. Certains associent plus particulièrement la maison 4 à la mère, quand la maison 10 serait plus liée au père. Mais ce n'est pas non plus une généralité, il faut que ce soit validé par d'autres facteurs du thème. Bref, en tout cas, cette maison nous indique nos racines. C'est là vraiment où on puise nos racines. C'est notre point d'ancrage, là d'où l'on vient. C'est pour ça qu'on trouve aussi dans cette maison, que cette maison nous parle aussi du foyer, de notre lieu de résidence. J'ai oublié de préciser quelque chose, pardon, à propos des maisons. Les maisons sont en analogie avec les signes dans le même ordre. C'est-à-dire que la maison 1 est en analogie avec le premier signe du zodiaque, c'est-à-dire le bélier. La maison 2 est en analogie avec le deuxième signe, donc le taureau. La maison 3 est en analogie avec le signe des gémeaux. La maison 4 que l'on vient de voir est en analogie avec le cancer, et ainsi de suite. Voilà. Pardon pour cette petite aparté. Donc, passons à la maison 10 maintenant. La maison 10 qui commence au milieu du ciel et qui fait donc face au fond du ciel, à la maison 4, nous parle cette fois de là où on existe, mais dans la société. Donc une fois qu'on est émancipé de ce fond du ciel et que l'on monte, que l'on dépasse cet axe ascendant-descendant, hein, que l'on dépasse cette ligne d'horizon et que l'on arrive dans le haut du thème, eh bien c'est là en fait où on existe dans la société au travers de nos ambitions sociales, professionnelles, de notre carrière et profession. Mais en gros, plus généralement, c'est la place, le rôle que l'on se trouve, celui que l'on s'accorde au sein de cette société. Donc cette maison 10 nous indique aussi nos désirs de réussite, nos quêtes d'honneur. C'est notre statut social une fois qu'on est émancipé de notre famille. Et pour le reste des maisons, donc je vais passer un petit peu plus rapidement encore. Donc cette fois je reviens à la maison 2 et puis je procéderai dans l'ordre en sautant les 4 maisons qu'on vient de voir. Donc on revient à la maison 2 qui se trouve en dessous de la maison 1, hein, puisque ça se suit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La maison 2 est donc liée aux ressources que l'on a. Et donc on parle souvent de l'argent, mais aussi des talents, parce que nos talents peuvent nous servir en fait pour gagner notre argent. Cette maison 2 nous donne donc des indications sur notre manière de gagner et de dépenser notre argent, mais aussi sur la valeur qu'on accorde en fait à cet argent, et par extension c'est aussi la valeur que l'on s'accorde à nous-mêmes. L'attachement aux valeurs matérielles est donc aussi compris dans cette maison. La maison 3 représente nos relations sociales que l'on ne choisit pas. Elle est en analogie avec le signe des Gémeaux, hein. Donc les relations sociales qu'on ne choisit pas, ce sont les frères et sœurs, les cousins, les voisins, etc. C'est aussi le lien en lien avec notre manière de penser, de communiquer. Mais aussi, c'est lié à nos apprentissages, notre curiosité et aussi nos petits déplacements, c'est-à-dire les petits voyages. On verra dans la maison 9 les plus grands apprentissages et donc les plus grands déplacements. On a vu la maison 4 tout à l'heure avec le fond du ciel, donc il nous parle de notre famille. Passons à la maison 5. Donc la maison 4 nous parlait de notre famille ascendante, et donc ascendante, nos parents. Et donc la maison 5 nous parle cette fois de la famille que l'on va créer, c'est-à-dire nos enfants. En fait, cette maison 5, c'est le domaine des créations et donc des procréations. C'est celle qui nous parle aussi de nos passions, de nos loisirs, de nos relations affectives en général. C'est donc tout ce qui nous tient à cœur. C'est en lien avec le signe du lion, hein, en analogie avec ce signe. Elle peut aussi indiquer des talents de création artistique, par exemple. Dans cette maison 5, on trouve par exemple comment on existe au travers de ce qui nous tient à cœur. Voilà.
La maison 6, c'est donc le domaine du travail au quotidien, dans le sens du labeur, du devoir, voire même des corvées. C'est ce que l'on doit faire, en fait, c'est comment on procède pour assumer nos responsabilités que nous impose le quotidien et la société dans laquelle on vit. On peut donc y voir les conditions de travail, ça nous parle aussi des employés, et il semble qu'elles soient aussi en lien avec les animaux domestiques également. Cette maison 6 nous indique aussi notre santé, parce que sans la santé, il est difficile de s'assumer et d'assumer ses responsabilités dans la vie, de travailler. Voilà. On a vu donc la maison 7 avec le descendant qui nous parle du nous, de notre association à une autre personne, de notre union du couple. Passons donc à la maison 8 qui nous parle des tabous, des choses cachées. Elle est en analogie avec le signe du scorpion et donc cette maison 8 n'est pas toujours évidente à comprendre. On y trouve les domaines du caché au travers des mystères de la vie et de la mort, donc des domaines de l'occulte et de l'hermétisme, mais aussi de la sexualité. Dans cette maison, on trouve également tout ce qui est en lien avec l'argent qui est mis en commun, c'est-à-dire au travers des banques, des investissements, de la spéculation, des héritages ou encore du notariat, toutes les choses qui sont liées à cet argent qui va être partagé, mis en commun. La maison 9 maintenant est celle de nos croyances. C'est comment on existe au travers de notre philosophie de vie, de notre spiritualité. Elle est donc en lien avec les lois et les règles. Elle est aussi en analogie avec le Sagittaire. Donc, si elle est en lien avec les règles et les lois, c'est qu'elle nous parle donc autant des lois qui régissent en fait l'univers, c'est-à-dire la spiritualité, ou alors les lois de l'homme et de la société. Donc on peut aussi dans cette maison y trouver les voyages et les découvertes, puisque c'est un petit peu aussi cette quête de compréhension, de découverte. Et elle est aussi en analogie avec les hautes études et donc les voyages plus grands que ceux que l'on peut trouver dans la maison 3. On a donc vu la maison 10 qui nous parlait de notre carrière, statut social. Passons donc à la maison 11 qui nous parle de nos amitiés, de nos relations sociales, mais cette fois de relations que l'on choisit, contrairement à la maison 3. C'est aussi le domaine de notre idéal. C'est un petit peu nos grands rêves, les rêves qui vont dépasser ceux de la carrière qui peuvent exister dans la maison 10. C'est vraiment au-delà des aspirations des honneurs. Et enfin, on en arrive à la maison 12, cette dernière maison qui est également difficile à cerner parce qu'elle est liée au domaine du caché dans le sens du karmique. Et donc par définition, il est difficile de percevoir le sens des choses qu'on a pu oublier. Elle nous indique, cette maison 12, des épreuves. Elle est en lien avec le passé. On dit le passé de la toute petite enfance, du début de vie, voire même de la vie intra-utérine. Mais elle est donc aussi reliée aux vies antérieures. Ce sont donc un petit peu les leçons à comprendre et les passages à vivre dans cette existence même pour évoluer. Elle est aussi liée aux lieux clos comme les prisons, les hôpitaux, les monastères, ce qui relie au plus grand. Voilà. Voilà donc pour les maisons. Sachez qu'on peut aborder les maisons de manière bien plus profonde et en les comprenant par axe, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'axe ascendant-descendant, le moi, le nous, l'axe maison 2, maison 8, les ressources personnelles et les ressources partagées, etc. Mais on peut aussi étudier les maisons par triangle, en lien avec les éléments des signes avec lesquels ils sont en analogie. Par exemple, le triangle de feu, donc pour les maisons, qui sont en analogie avec les signes de feu, c'est-à-dire les maisons 1, 5 et maison 9. Ou alors les maisons, le triangle de terre, pardon, qui indique les maisons 2, 6 et 10, qui sont donc en analogie avec les signes de terre. Bref, il existe des livres entiers dédiés à la compréhension de ces maisons. Donc, je me répète, ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment une ébauche, c'est très simplifié. Ça a pour but de vous apporter cette vision globale pour la compréhension simplifiée, quoi. Mais pour une compréhension plus approfondie, et si vous souhaitez apprendre l'astrologie, il vous faudra bien sûr étudier bien plus longuement ces sujets-là. Voilà.
Donc pour résumer, en astrologie, quand on veut expliquer simplement à quelqu'un en quoi consiste l'analyse d'un thème astral, on résume souvent en disant que la planète représente le quoi, c'est-à-dire de quelle énergie on parle. Le signe dans lequel se trouve cette planète représente le comment, c'est le décor, hein, c'est-à-dire de quelle manière se comporte l'énergie en question, quelle coloration elle prend. Et la maison où se trouve cette planète en signe symbolise donc le où, c'est-à-dire dans quel domaine de vie en particulier, vers quel champ d'expérience se dirige cette énergie en question. Mais quand on en est là, en réalité, on en est, je dirais, qu'à la moitié du travail. Parce que là, il manque encore deux caractéristiques qui sont vraiment essentielles pour une interprétation correcte. C'est ce qu'on appelle les maîtrises planétaires et les aspects. Hein, donc comme je l'ai déjà précisé, les aspects, c'est les traits colorés que vous trouvez au milieu de votre carte du ciel et qui unissent les différentes planètes entre elles. Sans ces deux composantes que sont les maîtrises planétaires et les aspects, on ne peut pas prétendre à analyser un thème de façon juste parce que certains aspects vont en fait modifier carrément l'énergie de la planète en question. Donc voilà, je vous propose de continuer votre chemin vers la troisième vidéo, si ça vous intéresse, qui vous expliquera donc ces dignités, ces maîtrises planétaires et ces aspects. Et dans cette troisième vidéo, je terminerai aussi cette série de vidéos sur le thème astral par des conseils qui me semblent vraiment essentiels et importants avant de commander un thème astral et de choisir votre astrologue et ou votre formation. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention et votre curiosité. Si vous souhaitez faire appel à mes services pour l'analyse de votre thème, vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail que vous avez à l'écran. Les thèmes que je propose font un minimum d'une vingtaine de pages à l'écrit et se terminent avec des prévisions grâce au transit planétaire des astres lents. Et puis, suite à chaque thème, je propose toujours un appel qui fait partie du prix de la consultation, un appel par WhatsApp par contre, parce que je me trouve à l'étranger, pour qu'on puisse discuter ensemble le temps qu'il vous faudra, que vous aurez besoin, et puis pour que vous puissiez me poser des questions sur ce que vous aurez reçu. Je propose aussi les thèmes à l'oral, pour ceux qui préfèrent, donc en format audio. Voilà, mais par contre, avant de commander un thème, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, je vous conseille quand même de prendre au moins connaissance des conseils que j'explique à la fin de la troisième vidéo, donc qui va suivre, pour que votre choix soit fait dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à bientôt pour la troisième vidéo.